de Marcel Niat Difendi et de Kavaye Djibril, respectivement au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le premier a 87 ans et une santé précaire, le deuxième a 81 ans, donc 49 ans passés à l'Assemblée nationale. Que comprendre de cette confiance renouvelée? On en parle avec notre invité en deuxième partie de cette émission, la rétrospective hebdomadaire de l'information. Mais avant, voici le round-up de l'actualité. Le courant est parti. Il n'y a pas d'énergie. On est dans le noir. Des expressions qui font désormais le quotidien des Camerounais. Le mal est plus intense depuis le début de cette saison de pluie. Personne n'en est épargné. Que ce soit les hommes des médias, que ce soit les autorités, que ce soit je ne sais pas quoi, nous posons, chacun se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur de l'électricité au Cameroun? Les Camerounais broient du noir. L'Association des consommateurs d'énergie électrique a elle-même observé la scène, qui fait froid dans le dos. Et pourtant, le Cameroun est le deuxième pays producteur d'énergie en Afrique. Après le Congo démocratique, c'est le Cameroun. Il est donc inacceptable qu'à la moindre goutte de pluie, que nous n'ayons plus d'électricité au Cameroun. C'est inacceptable, c'est insultant pour notre pays. Ces consuméristes s'insurgent. Face à la presse 19 mars à Yaoundé, le président de l'ACEL dessine quelques pistes de solutions. On commence avec le projet de construction des lignes de bouclage, parce qu'en ce moment, chaque grande ville a une ligne 2225 et une ligne de 90 000 volts. C'est très insuffisant pour les grandes métropoles. Pour le Néo-Cameroun, il faut dès maintenant mettre en place un service spécial de maintenance préventif qui permet de revoir toutes les lignes. Lesquelles lignes permettront par exemple aux ménagères d'inscrire au menu du samedi le coquille, sans craindre que l'absence d'énergie électrique s'invite chez le meulier. L'une des causes de l'absence chronique des fonctionnaires à leur poste de travail serait due à la paresse, mais aussi au laxisme des autorités. Parole des citoyens rencontrés ce lundi dans les rues de Yaoundé. Certains sont entrés à la fonction publique, pas par conviction, pas parce qu'on veut vraiment servir la nation, mais parce qu'on cherche simplement un moyen pour avoir l'un des moyens pour avoir un argent à la fin du mois. Parce qu'on sait qu'on a déjà un matricule, on a un salaire garanti tous les mois. Le fonctionnaire, c'est dans des activités secondaires, peut-être pour arrondir les fins du mois, d'autre part aussi, parce qu'on est dans la logique de recherche perpétuelle du gain. Il y a cette paresse-là qui se cultive et qui devient une mauvaise habitude à la longue. Il n'y a pas quelqu'un qui les fouette. Chacun fait ce qu'il veut. Le cumul de fonctions peut être également à l'origine de ce phénomène. Certains fonctionnaires sont actifs dans plusieurs parts de la société. On voit certains qui travaillent dans la fonction publique, mais qui dans le secteur privé, ils ont des activités. Ils sont dans une visite au DH, il n'était pas là. On m'a fait comprendre que notre DH, il est maire dans son village. Vous voyez un peu. Je peux être DH, PCA et maire en même temps. Certains pensent que le gouvernement devrait revoir le salaire des fonctionnaires, surtout ceux affectés dans les zones rurales. Il y a d'abord le désengagement. Les Camerounais ne veulent plus travailler. Ali, vous gagnez un salaire de 80 000, 90 000. À Yaoundé, on loue, on paie le loyer. Et on essaye on paie le loyer. Il faut manger, il faut nourrir, il faut payer la scolarité des enfants. Avec le salaire qu'on a au Cameroun, c'est ça d'abord la première course. Lorsque vous affectez quelqu'un qui est peut-être originaire du centre, vous l'affectez par exemple à l'extrême nord, avec un salaire qui est aussi autour du SMIC, vous pensez qu'il va faire comment pour aller s'installer dans une zone comme celle-là, où il faut traverser pratiquement 3 régions de sa région d'origine? Ce n'est pas évident. Face à la gravité de la situation, le secrétaire général de la présidence de la République a adressé en date du 9 mars dernier une correspondance au secrétaire général des services du Premier ministre, instruisant le chef du gouvernement à tenir d'urgence un conseil supérieur de la fonction publique afin de mettre un terme à ces comportements qui ternissent l'image de nos institutions. Mesdames,
messieurs, merci de nous regarder. Si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, la rétrospective hebdomadaire de l'information. Kavayegue Djibril succède à lui-même au perchoir de l'Assemblée nationale, autant que Marcel Niang-Difendi au Sénat. Sans surprise, ils ont été réélus jeudi dernier. Discipline du parti RDPC retentissante aux grandes dames de quelques partis d'opposition réduits presque en spectateurs. Notre invité de ce matin est un député de l'opposition, son parti l'Union démocratique du Cameroun, UDC. C'est l'homme qui en 2013 a refusé la nomination au poste de sénateur suppléant par le président de la République. Membre du bureau politique de l'UDC, secrétaire national à l'économie et au développement durable, il est l'un des ténors de ce parti hier, aujourd'hui et on l'espère demain. Koupit Adamou est juste en face de moi. Koupit Adamou, bonjour. Bonjour Monsieur Ngefak, bonjour à nos téléspectateurs. Je dis un très honorable et respectueux bonjour à Madame la Présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun et à tous mes camarades du parti. Bonjour également aux collègues honorable Emile Patricia Tomaino Ndamjoya qui tient le flambeau du parti maintenant et qui le tient bien. Je dis également bonjour à mes collègues députés à l'Assemblée nationale. On parlera des élections à l'Assemblée nationale, mais je voudrais demander aussi à quand les élections à l'UDC. Je commence par là. Les élections à l'UDC sont prévues par les statuts. Et vous savez, l'UDC c'est une formation, c'est l'une des rares formations politiques au Cameroun qui reste non seulement constant dans sa ligne politique, mais également respectueux des statuts en ce qui concerne la fréquence du renouvellement de ces organes. La convention est l'organe suprême. Ses membres sont renouvelés chaque 5 ans. La dernière convention s'est tenue au mois de mai 2016 à Yaoundé. Et donc, nous sommes en 2021. Ces membres sont au terme de leur mandat. Nous sommes déjà, depuis l'entame de cette année, dans la logique de la préparation de la convention, selon les directives qui sont déjà très précisément prescrites par la hiérarchie du parti. Donc les organes seront renouvelés, commençant par la base, et le couronnement sera la convention. Voilà. Koupit Adamou, on sait qu'il y a eu des élections jeudi dernier à l'Assemblée nationale, avec au bout la réélection de Kavayegue Djibril. Dis-nous, comment globalement se sont déroulées les élections? Bon, bien, globalement, les élections se sont déroulées comme elles se déroulent chaque année depuis que le Cameroun a cédé à l'indépendance. Le bureau de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution et à la loi portant règlement intérieur, se renouvelle à l'entame de chaque année législative. Et l'année législative au Cameroun commence au mois de mars avec la première session ordinaire. Donc, quand on se retrouve, vous me demandez comment ça se passe. Les dispositions de l'article 16 du règlement intérieur sont précises. Le bureau d'âge préside procède à l'ouverture de la session. En fait, je ne voudrais pas qu'on prenne dans la globalité, mais je voudrais qu'on parle des élections de cette année plus précisément, parce que c'est à cela que vous avez été associé, vous en êtes participant. Je voudrais comprendre comment ça s'est déroulé, ces élections-là, les élections de 2021. Oui, 2021, c'est comme 2017, c'est comme... Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez, le bureau d'âge préside la plénière, fait rappelle les dispositions de la loi portant règlement intérieur, portant élection du président de l'Assemblée nationale, notamment les dispositions de l'article 17 alinéa 1. C'est un scrutin uninominal et c'est ouvert. Quand il fait, elle, cette fois-ci, c'est une dame, honorable Mbédé, que je salue très respectueusement, parce que je sais qu'elle, depuis l'entame de cette 10e mandature, elle nous honore elle tient favorablement. Bon en tant que doyenne d'âge. Bon, oui. Elle appelle la candidature, et donc, ce sont les représentants des groupes parlementaires
qui se lève maintenant pour présenter la candidature de tel ou tel, selon les consignes qui auraient été données par la hiérarchie du parti. Mais ça, c'est l'habitude. Ce n'est pas ça que la loi dit. Parce que chaque député a le droit, quand on fait appel à candidature, de lever son doigt pour dire « je suis candidat au poste du président de l'Assemblée ». Surtout que pour cette mandature à l'Assemblée nationale, il y a un seul groupe parlementaire. Donc comment ça s'est passé? Lorsqu'elle a fait appel à candidature, l'honorable Ndongo Isomba, qui est le président du groupe parlementaire majoritaire, le groupe RDPC, se levait pour aller présenter la candidature du très honorable Kavaye Djibril. Alors quand elle a présenté cette candidature, la présidente de la séance plénière a demandé s'il y a d'autres candidatures et il n'y en avait pas. Elle a déclaré close la recevabilité des candidatures et on est passé directement au vote. Et il y avait 162 députés à l'hémicycle, donc 162 voix possibles. On est allé aux élections, on donne à chaque député une enveloppe avec un bulletin portant le nom du candidat unique cette fois-là. Donc le choix, c'est de voter le candidat ou de voter nul. C'est comme ça que ça se passe. Donc au terme du scrutin qui se passe sous la diligence des huissiers agréés à l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge choisit 2 scrutateurs qui dépouillent. Et quand on dépouille, elle proclame le résultat. La proclamation des résultats ont donné que le très honorable Kavaye a eu 147 voix sur les 162 possibles et les bulletins nuls, c'était 15 voix. Et par conséquent, il était proclamé élu. Les dispositions de l'article 17 disent que si le scrutin, le président doit être élu à la majorité absolue. Si au premier tour, il n'arrive pas, on procède à un deuxième tour et ce deuxième tour, la majorité simple suffit. Bon, vous voyez donc il n'y a pas eu de deuxième tour parce que tous les camarades de l'honorable, du très honorable Kavaye Djibril ont, j'ai envie de dire, obéi à la consigne, au choix de la hiérarchie de leur parti. Peut-être vous direz un mot là-dessus, mais que Kavaye succède à lui-même, est-ce que c'est une surprise pour vous ou bien est-ce que ça a plutôt conforté l'idée que vous aviez? Vous savez, je l'ai dit au sorti de cette plénière, ce n'était pas une surprise pour moi parce que la surprise voudrait dire qu'on croyait à autre chose. Lorsque vous observez l'habitude du fonctionnement, le fonctionnement habituel de notre Parlement, ce qui se passe à l'entame d'une mandature, c'est régulièrement cela qu'on reconduit jusqu'au terme du mandat. Rarement on a eu à avoir de changements majeurs au cours d'un mandat. Donc par conséquent, ceux qui sont surpris sont qui soit peut-être n'ont pas pu observer le fonctionnement classique de notre Parlement depuis les indépendances, soit tout simplement ont fait preuve d'une sorte de naïveté. Et je crois que les Camerounais ne sont pas naïfs. Donc, ce qui s'est passé en mars 2020, c'est-à-dire à la session de plein droit, voudrait déjà donner les orientations que durant les 5 prochaines années, le président sera tel, sauf changement majeur. Et quand il parle de changement majeur, ce n'est que le décès, je dois me dire. Parce que vous allez voir ce qui se passe au Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale où le président est physiquement présent et préside, n'est-ce pas, effectivement, les séances depuis l'entame de la mandature. Ce n'est pas la même chose qu'on observe au niveau du Sénat. Mais on a tout fait pour que la continuité soit là. On dira un mot certainement sur le Sénat, mais les chiffres retenus finalement de l'élection du président du Sénat, vous l'avez dit, jeudi dernier, c'était 147 voix sur les 162. Le président de l'Assemblée nationale. Oui, le président de l'Assemblée nationale, pardon. Et il y a surtout 15 bulletins nuls. Au vu de ces chiffres-là, on dira que c'était une élection méritée du président Kavaye. Ben, écoutez, quand on veut parler du mérite, il faut interroger le mécanisme qui aboutit à un tel résultat. Est-ce l'expression véritablement de la conscience des électeurs ou alors l'expression de la discipline du parti qui prime finalement? Donc, j'ai l'impression que c'est la discipline du parti. C'est la discipline du parti parce que je l'ai relevé et je pense que je ferai mien cette bataille-là pour une modification
de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On ne refuse pas que le parti politique majoritaire, lorsque la hiérarchie a décidé, les militants, sous le prisme de la discipline, entérine. C'est normal. Toute organisation qui n'est pas disciplinée ne peut pas fonctionner. Mais au moins, dire que le candidat choisi par le parti présente au moins, avant de passer aux élections, de présenter au moins quel est son plan d'action, quel est son programme, qu'est-ce qu'il entend faire s'il accède à la fonction. Qu'il soit voté sur la base d'un programme. Or, vous arrivez à l'Assemblée, dès que le président du groupe parlementaire dévoile le nom du candidat choisi par la hiérarchie du parti, et je dois dire qu'avant d'arriver à chaque plénière élective, le comité central réunit tous les députés, tous les parlementaires au comité central pour leur donner la consigne. Donc, ils sont généralement très respectueux de cette consigne-là. Mais cela ne devrait pas exclure que le candidat désigné présente au moins à l'électorat son plan d'action sur la base duquel on peut l'apprécier au terme de son mandat. Or, dès qu'on vient, on vous dit je présente la candidature de tel, tout de suite, on passe à la distribution du bulletin. Et les gens votent, on proclame les résultats, on cède le pré-choix au président élu et il déroule un discours de remerciement. Or, le discours de remerciement, vous ne trouverez ça nulle part dans la loi portant règlement. Il n'est pas obligé, n'est-ce pas? Ce n'est pas prévu. Faire un discours après Ce n'est pas prévu. Il n'est pas obligé de faire un discours après sa élection. Pourquoi on lui permet de faire un discours après son élection qui n'est pas prévu et on ne lui dit pas de présenter, de faire d'abord une intervention, une sorte de campagne pour présenter son plan d'action aux députés, à ses collègues qui sont prévus. Mais la campagne non plus n'est pas prévue dans ce n'est pas prévu. Intérieur. Ce n'est pas prévu. Donc c'est pour cela que je dis cette carence-là que j'observe, n'est-ce pas, dans la loi portant règlement intérieur, nous allons essayer de nous battre pour que cela soit modifié. Pour que ça soit modifié de sorte que le candidat au pré-choix présente, avant de procéder aux élections, un programme. Question au moins de nous faire comprendre qu'il connaît des dysfonctionnements de l'institution et voilà les solutions qu'il s'engage à apporter pour améliorer. Alors, au cours de ces élections, il y a eu quand même 15 bulletins nuls. Pour vous qui êtes à l'Assemblée nationale, qui connaissez un peu l'état d'esprit des députés, leur relation avec leur président depuis le début de la mandature, quelle est l'analyse que vous faites de ces 15 bulletins nuls? Bon, mais écoutez, moi je pense que l'analyse de la psychologie des militants, des partis politiques qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale me permet de faire cette analyse-là, même comme le vote est secret. Vous savez que sur les 162 voix, nous avons les partis politiques de l'opposition qui sont... il faut exclure les partis de la majorité présidentielle comme l'UNDP, parce que les partis l'UNDP, le FNC qui votent normalement, qui suivent le RDPC. Bon, mais je voudrais dire que le SIF a 5 voix, le PCRN a 5 voix, ça fait 10. L'UDC a 4 voix, ça fait 14. L'UMS a 2 voix, et ça fait 16. Donc, ça veut dire que MDR est dans la majorité présidentielle. Vous savez, donc, quand je cause avec mes collègues, essaye de comprendre comment ça s'est passé, ça voudrait dire que l'opposition a fait le vote blanc, mais il y a un opposant qui a voté pour. Vous savez, et bon, on ne va pas rentrer, c'est tout simplement l'analyse qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire de cette abstention-là, de comprendre que c'est comme si tous les partis véritablement de l'opposition ont fait le vote blanc, mais il y a eu quand même un de ce groupe-là qui aurait voté actif, et donc au lieu de 16, il y a eu 15. Alors, Koupit Adamo, vous voulez nous dire que vous avez voté bulletin nul? J'ai pas envie de... on sait, l'UDC vote bulletin nul, c'est pas un secret. Tout le monde sait. Nous votons bulletin nul, pourquoi? Il faut peut-être que je l'explique pour que les gens comprennent. Pour ça que vous êtes là. Nous sommes un parti de l'éthique. Et ce n'est pas de quelle éthique, n'importe quelle éthique, il dit de l'éthique républicaine et démocratique.
C'est pour cela que vous allez entendre, on parle des UD6 comme de républicains, des démocrates républicains. Nous disons qu'on est beaucoup soucieux de la façon de faire. Lorsque la façon de faire n'obéit pas à une certaine éthique qui convainc que ce qu'on est en train d'arranger là a privilégié l'intérêt de la République, l'intérêt général, nous nous abstenons. Nous ne faisons pas, nous n'allons pas apporter une notion à quelque chose, donner un chèque en blanc. Donc je venais de vous dire ici que pour nous, l'éthique républicaine voudrait que le candidat dise au moins ce qu'il s'engage à faire. Et c'est à partir de ça que nous, on peut être convaincus ou pas. N'ayant pas cela, comment voulez-vous qu'on aille maintenant tout simplement voter quelqu'un parce que son parti a présenté sa candidature? Nous disons que non, on est là, on peut voter nul parce que nous ne connaissons pas sur quelle base on va dire oui, nous sommes d'accord avec toi. On est d'accord avec quelqu'un par rapport à ce qu'il vous propose, monsieur. Alors, ces élections ont été précédées, vous l'avez dit tout à l'heure, par une importante réunion, je souligne importante, à 2 traits des groupes parlementaires DPC à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le secret qui sort, c'est que on est allé donner la consigne et présenter le candidat du parti. Vous êtes 4 députés de l'UDC, vous avez dit l'UDC vote nul, votre bulletin nul. Est-ce que vous êtes aussi concerté au cours d'une réunion, même si vous ne pouvez pas former un groupe parlementaire pour dire votons nul? Je vous assure qu'on ne s'est pas concerté. Mais les députés de l'UDC savent déjà sur quel couloir. Ça va de l'idéologie. C'est de l'idéologie. On est UD6 parce qu'on maîtrise l'idéologie. Et si on a maîtrisé l'idéologie, il y a une manière de faire. Il y a une manière de se comporter. Il y a un idéal UDC. Il y a ce qu'on appelle le credo véritablement du parti qu'un militant sérieux ne peut pas ignorer. Là où je suis là, vous pouvez me réveiller à minuit, vous me posez une question sur un sujet concernant la République. Ce que je vais vous dire, vous pouvez réveiller honorable Patricia Tomaino Ndamjoua à la même heure, elle vous dira la même chose peut-être en d'autres manières. Sur le fond, on ne sera pas différent. Simplement pourquoi? Parce qu'on est rattaché à cet idéal, on est rattaché à cette éthique-là. L'UD6 n'agit pas au hasard. Il agit toujours en ça. Comme si vous lui posez la question, pourquoi vous avez fait telle chose, il va vous donner des faits qui justifient l'acte qu'il a posé. Et ces faits-là, vous trouverez que ce ne sont motivés que par l'intérêt général. Parce que le leitmotiv, c'est la préservation, la promotion de l'intérêt général. Et quand on parle de l'intérêt général, c'est de l'intérêt de la République. Nous n'avons aucun problème avec les individus. Aucun problème avec les personnalités. Mais nous avons une préoccupation importante, c'est la République. C'est ce pays qui nous appartient à nous tous et qui doit être construit par nous tous. Donc on ne peut pas, dans le fonctionnement d'une importante institution comme l'Assemblée nationale ou le Conseil régional, j'ai entendu les gens nous reprocher que les conseillers régionaux de l'UDC aient voté bulletin nul lorsqu'il était question de choisir le président du Conseil régional de l'Ouest. Vous savez, est-ce qu'il y avait eu consultation? Non, c'est parce qu'on arrive, on s'attend à ce que, premièrement, que les gens se connaissent. Les délégués sont élus originaires des différents départements. Ils arrivent pour une fois pour agir de manière solidaire au sein d'une institution qui est appelée à travailler pour la promotion du développement d'une région importante. On n'a pas le temps de leur permettre de se connaître, de véritablement vérifier que tout le monde vraiment est là et comprend ce qu'il est venu faire. Bon, on passe à une élection, le parti dit c'est elle, et on demande aux gens de le voter. On ne lui dit même pas de vous dire que bon, comme je suis là, voilà ce que je ferai demain. Alors, vous pensez que l'UDC peut jouer? L'UDC ne peut pas jouer à ce jeu. Vous ne vous êtes pas concerté, mais c'est un fait. Le RDPC s'est concerté avec les membres du groupe parlementaire, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat, pour donner la consigne et présenter le candidat. Comment vous, homme politique, vous appréciez ce process du RDPC? Je dois apprécier ça de 2 manières. La première est positive. Vous allez être surpris. Parce qu'aucune institution ne peut fonctionner normalement et atteindre ses objectifs sans discipline. Donc, quand vous avez un groupe avec un effectif aussi important, même si l'effectif était mineur, il est toujours normal que les gens se retrouvent pour dire, voilà comment nous voulons que vous agissiez pour atteindre tel ou tel objectif. Et à ce niveau-là,
dans la chambre interne, si les gens ont des griefs, ils vont développer ça là-bas et ils finiront par laver le linge sale en famille. De sorte que quand ils viennent devant tout le monde, on n'a pas de voix dissonante. C'est comme ça qu'une organisation normale, une organisation qui veut véritablement fonctionner, doit agir. Je suis d'accord avec ça. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'il nous ressort que dans cette chambre interne, on ne réunit pas les membres de ce parti pour peut-être écouter des griefs ou des idées que les uns et les autres peuvent développer. C'est tout simplement pour leur dire de manière mécanique, sans donner la possibilité à quelqu'un d'ouvrir le voie pour donner une idée contraire, que voilà, le président national a décidé que ça sera en Onguefac, alors vous irez là, on ne veut pas que quelqu'un vote contre un Onguefac ou vote bulletin nul. Vous allez aller entériner le choix du président. On ne leur demande pas de parler. Vous voyez, donc finalement, c'est une autre chose que je reproche à ce parti, c'est que quand on arrive au sein des institutions étatiques, il y a toujours comme un sens de confondre, à défaut même de confondre l'institution étatique à l'institution partisane, on veut plutôt faire primer la solidarité du parti à celle des éléments qui sont appelés ensemble à animer l'institution au nom de l'État et pour le compte de toute la nation. Donc c'est de ça qu'il est question. En vertu de quoi on fait primer la discipline du parti au-dessus de la discipline institutionnelle de l'État. Koupi Dadamou, pour vous, quel est le message que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais envoie à travers le maintien au poste de président de l'Assemblée nationale de Kavaye Djibril ou bien du maintien de Marcel Nial-Difendi au poste du président du Sénat? Bon, je dois apprécier diversement et comme pour rester cohérent. Je voudrais véritablement qu'on fasse le distinguo. Et vous savez que moi, j'assume mes propos. Je parle de la vérité quand il s'agit du Cameroun. Peu importe ce que ça peut me coûter, personnellement. Au niveau de l'Assemblée, vous voyez une personnalité qui est présente, qui assume sa fonction. Durant les 3 sessions de l'année 2020, le président Kavaye n'a été absent en aucune session. Il a présidé lui-même presque toutes les plénières que nous avons eues. Ça montre que, nonobstant son âge, il a la capacité d'assumer sa fonction. Je ne rentre pas dans la manière de dire est-ce que assumer cette fonction va dans le sens que le peuple voudrait, mais je voudrais que les gens qui m'écoutent comprennent que le président de l'Assemblée agit dans le cadre d'un système dont il n'est pas le maître. Et il doit normalement fonctionner dans le respect du système qui l'a apporté, qui l'a amené là où il est. Quand vous sortez de l'Assemblée pour aller au Sénat, mais vous allez voir quand même que à ce niveau, tout le monde observe comme une incapacité de pouvoir assumer pleinement la fonction. Mais qu'est-ce qui fait donc qu'on oblige quelqu'un qui a passé presque toute l'année ailleurs pour des questions de santé, qu'il soit maintenant capable d'être amené le jour de l'élection pour être élu et reparti? Il faut rappeler que depuis le début de la session, Marcel Nial-Difendi n'est apparu que jeudi, le jour d'élection. Vous comprenez? Et a été réélu. Donc, après avoir relaté ces 2 faits majeurs, vous me dites quel est le message qu'on enverrait. Eux seuls peuvent savoir le message qu'ils veulent renvoyer. Et quand je parle même de eux seuls, c'est lui seul. Parce que c'est le président Paul Biya qui fait tout cela. Tous les autres obéissent. Quel est le message qu'il veut renvoyer? Premièrement, au niveau du Sénat, moi personnellement, j'ai l'impression qu'il veut envoyer le message selon lequel il veut absolument rester avec ses amis en qui il n'a confiance en aucune autre génération qui ne soit pas la sienne. Et ensuite, le poste de président du Sénat est un poste honorifique où on ne travaille pas. Parce que sinon, on n'allait pas, conscient de ce que quelqu'un est indisponible, incapable d'assumer la fonction, tout faire pour le maintenir. Ce qui veut dire que la protection de son fauteuil présidentiel l'amène tout simplement à ne faire confiance qu'à ses fidèles, aux gens avec qui il a évolué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Est-ce que voir les choses comme ça, c'est pas sacrifier la République pour
ses amis. Effectivement, c'est la conclusion que je m'apprêtais à faire. Puisque pour lui, la République peut véritablement piétiner sur place. La République peut faire même une marche à reculons, comme nous observons sous plusieurs angles de l'évolution de la République. Je vais le démontrer tout à l'heure si vous le permettez. Ça peut marcher à reculons, mais tant qu'il peut sécuriser son fauteuil présidentiel, il sera satisfait. Donc voilà le message qu'on peut lire à travers le maintien de l'honorable Niet Djifendi Marcel comme président du Sénat, nonobstant son indisponibilité ou son incapacité. Quand vous rentrez au Parlement, à l'Assemblée, j'ai envie de dire qu'il part donc au-delà. Le message au niveau de l'Assemblée peut être un message non seulement de privilégier la confiance en des personnes qu'il maîtrise, mais également un souci de maintenir une sorte d'espérance, de stabilité que le président de l'Assemblée nationale a. Je peux dire personnellement que le très honorable Kavayegue Djibril a ceci de positif. Les gens peuvent peut-être lui trouver quelque chose, peut-être beaucoup de choses, mais je pense qu'il gère l'Assemblée en bon père de famille. En ce qui concerne le débat, je crois qu'il a fait ressortir cela dans son discours, de dire qu'il soit élu par tout le monde ou pas, il sera le président de tous les députés, quel que soit le parti auquel tous les députés appartiennent. Et j'ai l'impression qu'aucun député ne peut nous démentir sous cet angle-là. Lorsqu'on a... je n'ai jamais vu une gestion de débat discriminatoire. Chaque député qui demande la parole, il s'est toujours efforcé à lui donner, même si parfois il a tendance à nous couper, mais il veut couper parce que la loi aussi limite la durée de l'intervention de chaque député lors de débats en plénière. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il s'efforce à toujours être présent, d'être là et assumer sa fonction, même s'il ne fait pas les choses comme nous aimerions que cela soit fait. Parce qu'on a l'impression que bien des dispositions, quand vous lisez les dispositions de l'article 46 de la loi portant règlement intérieur, ben, on vous dit, il a là tout le pouvoir. Parce que l'Assemblée, cette disposition est venue en couronnement à une disposition constitutionnelle qui dit que 15 jours avant l'ouverture de chaque session, les documents justifiant tous les points inscrits à l'ordre du jour doivent être à la disposition des députés. Ça n'a jamais été respecté. Je voudrais dire ça pour dire que l'article 46 dit que à la clôture de chaque séance plénière, de chaque séance, le président, avant de prononcer la clôture de la séance, va annoncer les prochains points de l'ordre du jour et la date. Donc, quand vous sortez de la plénière, vous attendez le communiqué. Vous ne pouvez pas connaître quelle est la date de la prochaine plénière et qu'est-ce qu'on va parler de cette plénière. Nous sommes sortis jeudi et c'est hier qu'on sait qu'on aura une autre plénière lundi. Il y aura conférence des présidents. Ça présume qu'il y a des projets de loi qui sont en route. Donc, ce n'est que là qu'on va découvrir. Or, si le président prenait effectivement la mesure de son pouvoir, qu'il tient à la fois de la Constitution et du règlement intérieur, il peut imposer aux membres du gouvernement de respecter la disposition de mise à disposition des documents à temps prescrit par la Constitution. Et il s'agit ici d'une disposition constitutionnelle. Donc, pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que la solidarité du parti prime sur la solidarité parlementaire. C'est ça. Alors, vous parliez tout à l'heure de Kavayegue Djibril. Il faut rappeler qu'il a 81 ans, 48 ans déjà totalisés à l'Assemblée nationale, dont 29 comme président. Est-ce que, quand vous parlez, on a l'impression que tout roule? Est-ce que ce n'est pas un mandat de trop pour lui, président? C'est à lui de répondre à cette question. À l'UDC, vous avez vu, l'UDC n'est pas trop présent dans les débats qui portent sur les âges des gens. Nous privilégions véritablement la capacité, le travail, le rendement. On peut être vieux
et faire le travail pour lequel on est appelé. À cet âge-là, vous pensez qu'on peut encore jeune, donner à 81 ans? Ben oui, il y a des gens tout dépend de la capacité physique. Tout jeune que vous êtes, vous pouvez être en incapacité d'exercer les fonctions de journaliste par rapport à certaines autres choses que Dieu a voulu pour vous. Tout comme Dieu peut donner à quelqu'un la possibilité, même à 100 ans, n'est-ce pas, de courir. Nous avons vécu à Fumban. Moi, personnellement, j'ai vu le père de l'ancien député Njoya Monta René, qui conduisait sa voiture à 100 ans. Qui conduisait sa voiture. Donc, tout dépend de la nature et du don de Dieu. Et je pense que la vieillesse n'est pas un défaut, c'est plutôt une chance que Dieu donne à chacun. On ne vit pas la vie, la longévité ne dépend pas de soi, ça dépend de soi, mais c'est aussi de Dieu. Donc quand Dieu vous a permis d'atteindre un certain âge, ça ne doit pas être un facteur de dénigrement pour vous, d'empêchement, de discrimination. Moi, je crois tout simplement que nous devons, si nous voulons véritablement construire le Cameroun, nous ne devons pas ramener les débats sur les âges des gens. Nous devons privilégier le travail, la capacité de chacun à apporter ce qu'on attend de lui là où il est placé. S'il est incapable, qu'il soit jeune ou vieux, qu'on le dégage pour mettre la personne qui peut apporter le rendement attendu. Alors quand on voit le cercle, la haute sphère de l'État, à la présidente de la République, le président au Sénat, le président à l'Assemblée nationale, le Sénat, à l'Assemblée nationale, le président au Conseil économique et social, le président, on a l'impression que c'est la consécration de la gérontocratie, Kopi Dadamou. Mais exactement, c'est un constat. Mais un constat qui est la conséquence de quoi? C'est un constat qui est la conséquence de quoi? Je dois vous rappeler ici, c'est la conséquence d'abandon du combat par la jeunesse. D'un certain, je ne sais pas, d'un certain comportement. Puisque, qu'est-ce qui donne la majorité au RDPC? C'est les élections. Vous allez me dire que le code électoral n'est pas bon. Oui, c'est vrai. Mais quand le code électoral n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les êtres humains qui agissent. Si ces êtres humains étaient conscients de ce que le système n'est pas bon, qu'il faille changer, ils n'allaient pas agir dans le sens de bourrer les unes. Qui sont ceux qui bourrent les unes? Ce n'est pas Marcel Niang qui va aller s'asseoir dans le bureau pour bourrer les unes. Ce n'est pas le très honorable Kavaye Gueye qui va aller bourrer les unes. Mais il faut utiliser la jeunesse. Peut-être donner l'argent à cette jeunesse-là. Et ces jeunes, il faut les voir agir le jour de l'élection pour donner la majorité aux partis qu'ils accusent de privilégier la gérontocratie. Vous voyez? Donc quand le système électoral est mauvais, on n'abandonne pas les élections. On s'engage et on réfléchit sur le sacrifice supplémentaire à faire pour empêcher que la fraude ait lieu. Si vous savez que le code électoral est mauvais, ça veut dire que vous savez là où c'est mauvais et vous pouvez maintenant faire tourner votre ménage pour apporter des solutions qui sont susceptibles de vous amener à contrecarrer l'industrie de la fraude pour gagner. Bon, c'est difficile dans un contexte où, quand vous trouvez même des solutions, par exemple dans le NUN, on dit voilà, l'UDC gagne. L'UDC ne gagne pas parce que le RDPC ne fait pas la base, on fait pire que ce qui se passe ailleurs. Mais il y a une jeunesse, une masse critique électorale qui s'engage et qui ne s'engage pas sur la base de l'argent, parce que lorsqu'on parle d'argent, je vais donner 10 000, je vais vous donner 1000 francs, le RDPC viendra donner 10 000. Je vais vous donner 5 000, viendra donner 50 000. Donc finalement, c'est lui qui aura le dernier mot en termes de montant. Donc, quand les gens se comportent comme ils se comportent là, après, ils refusent d'assumer les conséquences pour dire que non, on ne considère pas les jeunes, on vous considère là où vous voulez qu'on vous considère. C'est-à-dire vous utilisez véritablement, comme l'expression qu'on a toujours utilisée, faire de lance de la nation. Moi, je suis contre cette expression. Parce que j'allais vous demander, Kopi Dadamou, dans ce contexte que vaut finalement la jeunesse, est-ce que ce n'est pas une exclusion finalement assumée de cette jeunesse-là dans la gestion de la chose publique? C'est une exclusion, mais une exclusion qui est la conséquence du comportement de la jeunesse elle-même. Aucune liberté ne se donne, elle s'arrache. Regardez qui sont ceux qui ont mené les luttes indépendantistes en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Quand vous prenez Ené Wandji, quand vous prenez Félix Moumié, quand vous prenez Sende Afana, tout ça, c'était des jeunes.
Ce ne sont pas des gens qui avaient la quarantaine. Mais aujourd'hui, les jeunes sont plutôt des gens qui restent là. Vous êtes une personnalité politique, vous descendez leur parler, dites bon, ils me donnent quoi? Qu'est-ce qu'ils me donnent pour que j'agisse? Bon, comment l'opposition n'a pas le moyen que le parti au pouvoir a, alors c'est l'opposition qui ne peut pas acheter la jeunesse à agir en sa faveur lors des élections. Et finalement, le parti qui use et abuse des biens publics a la majorité et agit comme il veut. Il considère les jeunes au moment de les utiliser en bétail électoral, et puis quand ils sont élus, ces jeunes-là n'ont plus droit à la cour. J'ai interprété l'expression « fer de lance de la nation ». Depuis 2002, dans le cadre des élections couplées, personnellement, j'ai déroulé un discours de campagne. Je n'étais pas candidat, je soutenais mon candidat, la liste portée par Dr Adamou Damdouya. Je disais que fer de lance de la nation, le fer c'est un instrument. Quand un chasseur va en forêt pour chasser, il utilise le fer. Quand il tue le gibier, le fer ne sait plus comment est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire du gibier. On mange le gibier pendant que le fer est rangé dans un coin de la maison. Nous, c'est pour cela que l'UDC parle de la jeunesse comme acteur partie prenante. Pas comme fer de lance. Pas comme fer de lance. Parce que le fer est un instrument dont le chasseur se sert, pas pour autre chose, mais pour chasser le gibier qui viendra, avec lequel il va se nourrir. Vous voyez que un État comme le Cameroun devrait avoir des indicateurs d'avancement. Vous, en 1960, le 14 mai 1960, on a eu un premier gouvernement du Cameroun post-indépendant. Vous savez quel était l'âge du jeune ministre? 23 ans. 23 ans, Pierre Kamga, qui était en même temps chef de Baham, mais il était également député. 23 ans, ministre et député. Aujourd'hui, quand vous voyez le plus jeune ministre du gouvernement, il a 45-46 ans. Qui serait Manaoula Malachi. Il a 45, je sais pas, 45 ou 46 ans. Vous voyez donc, est-ce qu'on a avancé ou on a reculé? La logique sociétale de l'épanouissement, de l'évolution, voudrait que ce que mon père a pu faire à un certain âge, que je fasse plus à un âge moins avancé que le sien. Et cela démontre que la société avance. Or, si aujourd'hui, il faut avoir 60 ans, avant même d'avoir sa première fonction de peut-être d'agent, on ne peut pas, comment ils appellent là, agent de l'État. Hein? Vous voyez que la société dégringole de manière grave. Et quand on est à une pareille situation, la jeunesse consciente prend ses responsabilités en main et trouve que parmi les partis politiques, ou crée même son propre parti, qu'est-ce que tu vois? On n'interdit pas à la jeunesse de créer le parti. Ou alors intégrer un parti comme par exemple l'UDC. L'UDC est là. L'UDC donne la possibilité aux femmes et aux jeunes. Regardez quand on parle de la parité, c'est l'UDC depuis 2007 qui fait 50%. Donc que les gens s'engagent à combattre pour amener une majorité parlementaire qui sait que à l'Assemblée, on doit travailler pour faire une bonne place à la jeunesse. Que les jeunes ne s'attendent pas que les autres combattent et quand ils ont obtenu le résultat, on leur déroule le tapis rouge. Si vous pensez que vous ne méritez que d'être utilisé comme bétail électoral au prix de ce qu'on vous donne le jour de l'élection, alors le parti qui est capable de vous payer le montant le plus élevé possible, c'est le parti qui vous sert ce que vous avez aujourd'hui. J'ai envie de vous demander, parce que on a un peu analysé le process du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti majoritaire à l'Assemblée nationale avec 152 députés, il faut le dire. On a un peu... Bon, ils avaient 153. On a un peu analysé le process. Ils ont perdu 4 qui sont partis, paix à leurs âmes. J'aurais dû commencer cet entendre par véritablement prier Dieu pour le repos éternel de leur âme. Ces députés, ces 4 députés que nous avons perdus. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, je parlais donc de cette jeunesse-là parce que on a analysé le process du RDPC et on s'est rendu compte que c'est un process qui n'intègre que la consigne. Un jeune qui a des ambitions, qui veut peut-être rêver à un poste, qu'est-ce qu'il fait quand il est soumis seulement au diktat de ce qu'on a appelé la discipline du parti? Qu'est-ce qui peut faire? Beaucoup de choses. Quand vous lisez la loi du 19 décembre 1990 portant
fonctionnement, création et fonctionnement des partis politiques au Cameroun. Ça consacre la libre adhésion et la libre démission. Vous êtes jeune militant du LDPC, on vous y malmène, alors vous démissionnez. Personne ne vous contraindra de rester là-bas. Vous choisissez un parti au sein duquel on connaîtra vos efforts et vos compétences. Ou alors vous-même vous créez votre propre parti. Mais est-ce que les jeunes font ça? Ils sont les premiers. Quand vous allez par exemple dans le coin comme... bon, je ne vais pas citer pour ne pas stigmatiser peut-être les gens, mais quand vous arrivez dans le coin, ce sont les jeunes qu'on utilise contre vous pour vous dire que vous êtes des étrangers, un parti étranger ne peut pas